De l'amour. Anton Tchekhov. Le lendemain, au déjeuner, on servit d'excellents pâtés, des écrevisses et des côtelettes de mouton, et tandis que l'on mangeait, le cuisinier vient s'informer de ce que l'on désirait pour le dîner. C'était un homme de taille moyenne, à la figure bouffie, rosée, avec de petits yeux, et il semblait que ses moustaches fussent épilées et non rasées. Aliokin raconta que la belle Pélagueïa était amoureuse de ce cuisinier, mais que comme il était ivrogne et violent, elle ne voulait pas se marier, acceptant seulement d'être sa maîtresse. Mais le cuisinier était très pieux, et ses principes ne lui permettaient pas de vivre ainsi. Il exigeait que Pélagueïa l'épousât, et ne souhaitait pas autre chose. Toutefois, quand il était ivre, il l'invectivait et même la battait. Alors elle se cachait dans les combles en sanglotant, et pour pouvoir la défendre au besoin, ni Aliokin ni les domestiques ne sortaient de la maison. On se mit à parler d'amour. « Comment se forme l'amour » dit Aliokin. « Pourquoi Pélagueïa n'aime-t-elle pas quelqu'un de mieux assorti à elle au moral et au physique? Et pourquoi aime-t-elle justement Nicanor, cette trogne, que tous appellent précisément ainsi? Et à quel point importent en amour les considérations du bonheur personnel? Tout cela est inconnu, et l'on peut sur ces questions discuter à perte de vue. Il n'a été dit jusqu'à présent sur l'amour qu'une seule vérité indiscutable, à savoir que ce mystère est grand. Tout le reste que l'on ait dit et écrit n'est pas une solution, mais le simple énoncé de problèmes non encore résolus. L'explication qui semble convenir pour un cas ne vaut rien pour 10 autres, et le mieux est, à mon sens, d'expliquer chaque espèce particulière sans chercher à généraliser. Il faut, comme disent les médecins, individualiser chaque cas. Absolument exact, reconnut Bourkine. Nous, les Russes comme il faut, nous avons la passion de ces questions qui ne comportent pas de solution. On poétise d'habitude l'amour, et on l'agrémente de roses, de rossignols. Les Russes agrémentent le leur de ces questions fatales, et encore choisissent-ils les moins intéressantes. À Moscou, quand j'étais étudiant, j'avais pour amie une gentille dame, qui chaque fois que je la tenais dans mes bras, songeait à ce que je pourrais bien lui donner ce mois-ci, et à quel prix était la livre de viande. Ainsi, quand nous aimons, nous ne cessons pas de nous poser des questions. Est-ce honnête ou malhonnête? Spirituel ou bête? À quoi mènera cet amour? Et ainsi de suite. Que ce soit bien ou mal, je l'ignore, mais que cela gâte tout, ne donne pas de satisfaction et irrite. Cela, je le sais. Il sembla qu'il voulût raconter quelque chose. Les gens qui habitent seuls ont toujours sur l'âme quelque chose qu'ils sont prêts à raconter volontiers. En ville, les célibataires vont au bain et au restaurant uniquement pour parler, et ils racontent parfois aux garçons des histoires très intéressantes. À la campagne, ils épanchent ordinairement leur âme à leurs hôtes. On voyait par les fenêtres le ciel gris et les arbres trempés de pluie. On ne pouvait par un temps pareil songer à aller où que ce fût. Il ne restait qu'à raconter et à écouter. J'habite Sophiino et en dirige l'exploitation depuis longtemps déjà, commença Aliokin, depuis ma sortie de l'université. Je suis par éducation un paresseux aux mains blanches et par inclination un homme d'études. Mais lorsque j'arrivai ici, ma terre était grévée d'une forte hypothèque, et comme mon père s'était endetté par suite surtout des grosses dépenses faites pour mon instruction, je décidai de ne pas abandonner la partie et de travailler tant que je n'aurais pas payé cette dette. Je m'y résolus et me mis au travail non sans, je dois l'avouer, une certaine répugnance. La terre ici rapporte peu, et pour que la culture ne laisse pas de déficit, il faut utiliser le labeur d'ouvrier serf ou louer, ce qui est à peu près la même chose. Ou bien il faut conduire son exploitation à la manière paysanne, autrement dit, travailler soi-même au champ avec toute sa famille. Il n'y a pas de juste milieu. Mais alors, je n'entrais pas dans ces finesses de raisonnement. Je ne laissais en friche aucune parcelle de terre, et j'attirais des villages voisins tous les moudjiks et toutes les femmes disponibles. Le bouillonnement du travail était continu. Je labourais, semais et fauchais moi-même, et pourtant je m'ennuyais et me hérissais de dégoût, comme un chat de village qui, affamé, mange les concombres du potager. Mon corps était fourbu, et je dormais debout. Les premiers temps, il me semblait pouvoir aisément accorder cette vie de travail avec mes habitudes d'homme cultivé. Il suffit pour cela, pensais-je, de m'en tenir à un certain ordre établi. Je m'installai en haut dans les chambres d'apparat, et m'y fis servir après déjeuner et après dîner du café et des liqueurs, et en me couchant, je lisais le Messager de l'Europe. Mais un jour survint notre Pope, le père Ivan, qui but en une fois mes liqueurs,
et le messager de l'Europe s'en fut chez les filles du pop, parce que, en été, surtout pendant la fauchaison, je n'avais même pas le temps d'arriver jusqu'à mon lit. Je m'endormais dans la remise, étendu dans un traîneau, ou dans un coin de la maison du garde forestier. Quelle lecture pouvais-je faire? Je déménageai peu à peu en bas, et me mis à dîner dans la cuisine des communs. Du luxe de naguère, il ne me resta que toute la domesticité qui servait encore mon père, et qu'il m'eût été pénible de congédier. Dès les premières années, je fus nommé ici juge de paix honoraire. Il me fallut parfois aller en ville et prendre part aux sessions de la réunion des juges de paix et du tribunal d'arrondissement. Et cela me distrayait. Lorsqu'on reste ici 2 ou 3 mois sans bouger, surtout en hiver, on finit par avoir une sorte de regret nostalgique d'une redingote noire. Il y avait en masse au tribunal des redingotes, des uniformes et des habits, tous gens sortis de l'école de droit ayant reçu une instruction générale. On avait à qui parler. Après avoir dormi dans des traîneaux et mangé la cuisine des gens, c'est un grand luxe d'être assis dans un fauteuil, vêtu de linge propre, ayant des bottines fines et au cou une chaîne de personnages officiels. En ville, on me reçut cordialement, et je liai volontiers connaissance. De toutes mes relations, la plus suivie et la plus agréable pour moi fut, il faut le dire, celle du vice-président du tribunal d'arrondissement Luganović. Vous le connaissez tous les deux. C'est un homme charmant. Au temps de la fameuse affaire des incendiaires, le débat avait duré 2 jours. Nous étions harassés. Luganović me dit, en me regardant, « Écoutez, venez dîner à la maison. » C'était inattendu, car je ne connaissais Luganović qu'officiellement, peu en somme, et je n'étais pas allé une seule fois chez lui. Je n'entrai à mon hôtel qu'1 minute, pour me changer, et je me rendis au dîner. C'est là que j'eus l'occasion de faire connaissance de madame Luganović, Anna Alexeyevna. Elle était encore très jeune, 22 ans tout au plus. Elle n'avait eu son premier enfant que 6 mois auparavant. C'était déjà de l'histoire ancienne, et je ne saurais que difficilement définir aujourd'hui ce que je trouvais en elle de si extraordinaire, et ce qui me plut tant. Mais alors, pendant le dîner, tout était pour moi irréfutablement clair. Je voyais une femme jeune, belle, bonne, intellectuelle, captivante, une femme telle que je n'en avais jamais rencontrée, et je sentis instantanément en elle un être proche de moi, familier, comme si j'eusse vu dès l'enfance, dans l'album qu'il y avait sur la commode de ma mère, ce visage et ces yeux avenants et spirituels. On avait, dans l'affaire des incendiaires, condamné 4 juifs. On avait admis l'existence d'une bande, et à mon avis, c'était à tort. Pendant le dîner, je m'agitais beaucoup et me sentais oppressé. Je ne me souviens pas de ce que je dis, mais Anna Alexeyevna hochait sans cesse la tête et demandait à son mari « Dmitri, comment donc cela se fait-il » Luganović était une bonne pâte, un de ces hommes à l'âme simple, fortement attaché à l'idée que si un homme a succombé en justice, c'est qu'il est coupable et que l'on ne peut soulever un doute sur sa condamnation que par voie de procédure, et pièce en main, mais nullement au cours d'un dîner et dans une conversation privée. « Nous ne sommes pas, vous et moi, des incendiaires, disait-il doucement. Aussi ne nous juge-t-on pas et ne nous emprisonne-t-on pas. » Mari et femme insistaient à l'envi pour me faire manger et boire. À certains détails, à la façon par exemple dont ils préparaient ensemble le café et à la manière de se comprendre à demi-mot, je pouvais conclure qu'ils s'entendaient, vivaient en paix et étaient satisfaits de leurs convives. Après dîner, ils jouèrent du piano à 4 mains, puis la nuit tomba et je rentrai chez moi. C'était le commencement du printemps. Je passai ensuite tout l'été à Sofino et je n'avais même pas le temps de songer à la ville. Mais le souvenir de la femme blonde, bien faite, ne me quitta pas un seul jour. Je ne pensais pas à elle, mais c'était comme si son ombre légère pesait sur mon âme. À la fin de l'automne, il y eut un spectacle de bienfaisance. J'entre dans la loge du gouverneur, on m'y avait invité pendant l'entracte, et je vois auprès de la femme du gouverneur Anna Alexeyevna, et je ressentis la même impression irréfutable et frappante de beauté, le même effet des chers yeux caressants, la même impression de proximité totale. Après être restés assis à côté l'un de l'autre, nous allâmes au foyer. « Vous avez maigri, me dit-elle. Avez-vous été malade ?»« Oui, j'ai eu un refroidissement de l'épaule, et je dors mal lorsque le temps est à la pluie. Vous avez un air alangui. Au printemps, quand nous vous avons eu à dîner, vous étiez plus jeune, plus allant. Vous étiez inspiré alors, et parliez beaucoup. Vous étiez très intéressant, et je l'avoue, je fus même attiré un peu vers vous. Souvent, je ne sais pourquoi, dans le courant de l'été, je me suis souvenu de vous, et aujourd'hui, en venant au théâtre,
il me semblait que je vous y verrais. » Et elle se mit à rire. « Mais aujourd'hui, répéta-t-elle, vous avez l'air abattu. Cela vous vieillit. » Le lendemain, je déjeunai chez les Louganovitch. Ensuite, ils se rendirent à leur maison de campagne afin de donner leurs ordres pour l'hiver, et je m'y rendis avec eux. Je revins avec eux également, et à minuit je prenais le thé à leur calme foyer, la cheminée allumée, tandis que la jeune mère s'en allait à tout instant voir comment dormait sa fille. Après cela, à chaque venue en ville, j'allais régulièrement chez eux. On s'habituait à moi comme je m'habituais à eux. J'entrais d'habitude sans être annoncé, comme un familier de la maison. « Qui est donc là ?» demandait du fond des chambres la voix traînante qui me semblait si belle. « C'est Pavel Konstantinovitch, répondait la femme de chambre ou la bonne. Anna Alexeyevna venait à moi avec un visage soucieux et me demandait « Pourquoi n'êtes-vous pas venu depuis si longtemps? Vous est-il arrivé quelque chose ?» Son regard, l'élégante, la noble main qu'elle me tendait, sa robe d'intérieur, sa coiffure, sa voix, ses pas produisaient à chaque fois sur moi une même impression de nouveauté extraordinaire et importante pour ma vie. Nous causions longuement, nous nous taisions longtemps, chacun avec nos pensées, ou bien elle se mettait au piano et jouait. Si je ne trouvais personne en arrivant, j'attendais, je causais avec la bonne, je jouais avec l'enfant, ou je restais étendu sur le divan, dans le cabinet à lire le journal. Et lorsqu'Anna Alexeyevna revenait, j'allais au-devant d'elle dans l'antichambre, la débarrassais de ses emplettes et les portais toujours, je ne sais pourquoi, avec amour et avec triomphe, comme un gamin. Une femme qui n'avait pas de soucis, dit un proverbe, s'acheta un porc. Les Louganovitch, qui n'avaient pas de soucis, lièrent amitié avec moi. Si je venais rarement en ville, c'était infailliblement que j'étais malade ou qu'il m'était arrivé quelque chose. Et tous deux s'inquiétaient beaucoup. Ils s'inquiétaient de ce que, homme instruit, sachant des langues, je vécusse à la campagne, tournant comme un écureuil dans sa tournette, travaillant sans cesse et toujours sans le sou au lieu de m'occuper de littérature ou de science. Il leur semblait que je souffrais, et que si je parlais, riais ou mangeais, ce n'était que pour dissimuler mes souffrances. Même à mes bons moments, quand j'étais gai, je sentais sur moi leur regard scrutateur. Ils étaient particulièrement touchants lorsqu'en effet j'avais des difficultés, lorsque quelques créanciers me talonnaient, ou qu'il me manquait de l'argent pour un terme. Tous deux alors chuchotaient dans l'embrasure de la fenêtre. Puis Louganovitch s'approchait de moi et me disait d'un air grave « Si en ce moment vous avez besoin d'argent, Pavel Konstantinovitch, ma femme et moi, nous vous prions de nous le dire sans vous gêner. » Ses oreilles rougissaient, tant il était ému. Il arrivait aussi qu'après avoir chuchoté près de la fenêtre, il s'approchait de moi, rougissant, et me disait « Nous vous prions instamment, ma femme et moi, d'accepter ce cadeau. » Et il me présentait des boutons de manchette, un porte-cigarette ou une lampe. En retour, je lui envoyais de la campagne du gibier, du beurre ou des fleurs. Il convient de dire en passant qu'ils étaient riches. Les premières années, j'empruntais souvent. Je n'avais guère le choix et prenais où que ce fût, mais pour rien au monde je n'eusse emprunté au Louganovitch. Mais à quoi bon parler de cela? J'étais malheureux. Chez moi, aux champs, dans les granges, partout, je pensais à elle et tâchais de pénétrer le mystère d'une femme jeune, belle, intelligente, mariée à un homme peu intéressant, beaucoup plus âgé qu'elle, il avait plus de 40 ans, et qui avait de lui des enfants. Et je tâchais de comprendre le problème de cet homme sans intérêt, bonne pâte, simplet, raisonnant avec un si ennuyeux bon sens, qui, au bal et aux soirées, restait avec les gens sérieux, indolent, inutile, l'expression humble et indifférente, comme si on l'eût emmené pour vendre quelque chose, et qui croyait cependant à son droit d'être heureux, d'avoir de cette femme des enfants. Et je tâchais sans cesse de comprendre pourquoi c'était justement lui qui l'avait rencontré, lui et pas moi, et pourquoi il avait fallu que se produisît dans notre existence une si terrible méprise. En venant en ville, je voyais chaque fois à ses yeux qu'elle m'attendait, et elle m'avouait elle-même que dès le matin, un sentiment particulier lui disait que je viendrais. Nous causions longtemps, ou nous nous taisions, mais nous ne nous avouions pas notre amour, nous nous le cachions timidement, jalousement. Nous redoutions tout ce que pouvait nous révéler notre secret. J'aimais tendrement, profondément, mais je délibérais. Je me demandais où pourrait mener notre amour, au cas où nous n'aurions pas la force de lutter avec lui. Il me semblait incroyable que cet amour calme, mélancolique, qui était le mien, pût soudain rompre brutalement le cours heureux de la vie de son mari, de ses enfants, de toute cette maison où l'on m'aimait, où l'on avait tant de confiance en moi. Eusse été honnête, elle m'eût suivi, mais où pourrais-je l'emmener? Ah,
si j'avais eu une vie belle, intéressante, si j'eusse, par exemple, lutté pour la liberté de mon pays, ou si j'eusse été un artiste célèbre, un savant, un peintre, mais la tirer d'une vie ordinaire, quotidienne, pour l'introduire dans une autre vie pareille, ou plus ordinaire encore, combien aurais-je duré notre bonheur? Que serait-il advenu d'elle si je fusse tombé malade, fusse mort, ou si simplement notre amour eût cessé? Elle aussi, semblait-il, délibérait de même. Elle pensait à son mari, à ses enfants, à sa mère qui aimait son gendre comme un fils. Elle aurait dû, pour céder à son sentiment, ou mentir ou tout avouer, et dans sa situation, l'un ou l'autre eût été désastreux. Une autre question aussi la tourmentait. Son amour me porterait-il chance? Ne compliquerait-il pas par de nombreux malheurs ma vie déjà difficile? Il lui semblait qu'elle n'était plus assez jeune pour moi, pas assez travailleuse pour commencer une vie nouvelle. Et elle disait souvent à son mari qu'il fallait me marier avec une jeune fille de mérite, intelligente, qui fût une bonne aide, entendue aux choses des champs. Mais elle ajoutait aussitôt que l'on trouverait difficilement dans toute la ville une jeune fille pareille. Entre-temps, les années passaient. Anna Alexeyevna avait déjà 2 enfants. Lorsque je venais chez elle, les domestiques souriaient aimablement. Les enfants criaient que l'oncle Pavel Konstantinovitch était là, et ils me sautaient au cou. Tous se réjouissaient. On ne comprenait pas ce qui se passait en moi, et l'on croyait que je me réjouissais aussi. Chacun me regardait comme une nature noble. Grands et petits en ressentaient une impression qui donnait à nos relations un charme spécial, comme si ma présence embellissait leur vie et la rendait plus pure. Nous allions au théâtre, Anna Alexeyevna et moi, toujours à pied. En nos fauteuils, nos épaules se touchaient. Je prenais sans dire mot la jumelle de ses mains, et à ce moment-là, je la sentais proche de moi, mienne. Je sentais que nous ne pouvions vivre séparés. Mais, par un absurde quiproquo, nous nous disions au revoir en sortant du théâtre, et nous nous séparions comme des étrangers. On racontait déjà de nous en ville on ne sait quoi, et dans tout ce que l'on disait, il n'y avait pas un mot de vrai. Anna Alexeyevna se mit les dernières années à aller souvent chez sa mère ou chez sa sœur. À la conscience d'une vie incomplète, gâchée, elle avait des moments de mauvaise humeur pendant lesquels elle ne voulait voir ni son mari ni ses enfants. Elle se soignait même pour une maladie de nerfs. Nous continuions à nous taire et elle éprouvait contre moi, devant les étrangers, une irritation étrange. De quoi que je parlasse, elle n'était jamais d'accord avec moi. Lorsque je discutais, elle prenait parti pour mon adversaire. Si je laissais tomber un objet, elle disait froidement « Je vous félicite !» Si allant au théâtre avec elle, j'oubliais de prendre la jumelle, elle disait « Je savais que vous l'oublieriez !» Il n'est, par bonheur ou par malheur, dans notre vie rien qui ne finisse tôt ou tard. Le temps de la séparation arriva. Louganovitch fut nommé président dans un des gouvernements voisins de la Pologne. Il fallut vendre mobilier, chevaux, maisons de campagne. Lorsque, après nous être rendus une dernière fois à ce logis, nous en regardions en revenant le jardin et le toit vert, nous étions tous tristes, et je sentais que le temps était arrivé de dire adieu non pas à la seule maison de campagne. Il fut décidé que nous accompagnerions à la gare, à la fin août, Anna Alexeyevna, que les médecins envoyaient en Crimée. Peu après, Louganovitch partirait avec ses enfants pour son gouvernement de l'Ouest. Nous fûmes nombreux à saluer à la gare Anna Alexeyevna. Lorsqu'elle eut fait ses adieux à son mari et aux enfants, comme, avant le 3e coup de cloche, il restait un instant, j'accourus dans son compartiment pour y déposer un de ses colis qu'elle avait failli oublier, et il fallut nous dire adieu. Quand nos regards se rencontrèrent, la force morale nous abandonna tous les deux. Je l'enlaçai. Elle appuya sa figure sur ma poitrine, et les pleurs coulèrent de ses yeux. Baisant sa face, ses épaules, ses mains humides de larmes, « Ah, que nous étions malheureux !» Je lui avouai mon amour, et je sentis avec une brûlante douleur au cœur combien était vain, banal et faux ce qui nous avait empêchés de nous aimer. Je compris que lorsque l'on aime, il faut s'élever, dans sa façon de raisonner, plus haut que les notions de bonheur ou de malheur, de vice ou de vertu, prises en leur signification courante, ou qu'il ne faut pas raisonner du tout. Je l'embrassai une dernière fois, lui serrai la main, et nous nous séparâmes pour toujours. Le train roulait déjà. Je m'assis dans le compartiment voisin qui était vide, et y restai à pleurer jusqu'à la première station. Puis, je rentrai à pied à Sofino. Pendant le récit d'Aliokine, la pluie avait cessé, et le soleil s'était montré. Bourkine et Ivan Ivanitch sortirent sur le balcon d'où il y avait une vue magnifique sur le jardin et l'écluse, qui brillait maintenant comme un miroir. Les 2 hommes, en admirant le coup d'œil, déploraient que cet homme aux yeux intelligents et bons
qui venait de leur parler avec tant de sincérité, tourna en effet ici, dans cette vaste propriété, comme un écureuil dans une tournette, et qu'il ne s'occupa pas de science ou de quelque autre chose qui eût rendu sa vie plus agréable. Il songeait combien devaient être douloureux les traits de la jeune femme quand il lui faisait ses adieux, et baisait son visage et ses épaules. L'un et l'autre avaient rencontré en ville Anna Alexeyevna. Bourkine la connaissait même, et la trouvait belle.